Bonsoir à tous. Moi, je suis Colline Folliot, coprésidente de l'AJL. On va parler maintenant, après la table ronde sur l'extrême droite et le traitement médiatique qui lui est accordé par la plupart des médias, plus particulièrement de comment les médias traitent de l'offensive transphobe qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années. Et pour commencer, j'ai envie de revenir un peu en arrière sur un travail qu'on a publié en début de l'année dernière, début 2023. Donc on a fait ensemble une étude sur le traitement médiatique des transidentités dans les médias. Et il en ressortait deux constats majeurs. Le premier, c'était que les transidentités étaient devenues un sujet légitime, ce qui avait permis un peu aux personnes trans de sortir de l'invisibilité, et que globalement ce sujet était plutôt, pour la plupart des rédacs, mieux traité qu'auparavant. Mais ce qui ressortait surtout à côté de ça, c'est qu'en fait les médias qui en parlaient le plus, et de très loin, c'était les médias réactionnaires. Et eux, pour le coup, s'embarrassaient pas beaucoup de la déontologie journalistique un peu de base, et qu'ils étaient juste dans une hostilité totale à l'existence des personnes trans. Et pour ce faire, ils se réfugiaient beaucoup derrière à la fois des interviews, des tribunes, donc en fait une prise de parole de personnes extérieures aux rédactions, ce qui était une manière pour ces rédacs de se cacher un peu derrière ça pour pouvoir propager des discours transphobes sans que ce soit directement par le biais d'un travail journalistique qui en fait aurait sans doute démontré l'inverse de ce qu'ils disaient. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait il y a presque 2 ans maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui, si on refaisait le même travail, on se rendrait compte que les choses n'ont pas profondément changé et qu'à intervalles réguliers, on vit de nouvelles polémiques transphobes. Et la plus récente, elle a été déjà évoquée tout à l'heure. Je pense que c'est celle qui a concerné la boxeuse algérienne Iman Khelif pendant les JO. Et pour moi, elle est assez exemplaire de ce type de polémique, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu quelque chose qui est complètement un faux problème, en fait, un problème qui n'existait pas, qui a été monté en épingle par des personnalités d'extrême droite, reprise telle qu'elle par les médias réactionnaires en question, et avec ensuite derrière une forme de suivisme d'une partie des médias mainstream, on va dire, qui, sans toujours faire le travail de vérification, d'enquête, etc., très basique, ont en fait participé à propager cette polémique et à travers ça, du coup, à propager des discours transphobes, mais aussi des discours violents envers les personnes intersexes, et la plupart du temps avec un sous-texte raciste, parce que c'est toujours en fait les sportives racisées qui sont concernées par ce type de polémique. Et nous, en tant que journalistes, ce genre de séquence, ça doit vraiment nous interroger, parce que ça met vraiment en question notre responsabilité dans la manière dont on participe à diffuser cette désinformation, qui ont pour effet direct, on le disait déjà un peu tout à l'heure, de nourrir aussi les discriminations, les violences et toutes ces paniques morales réactionnaires en général. Et donc pour parler de tout ça, on a invité ce soir 4 personnes, merci d'être là. Donc il y a Maud Royer, qui est militante trans, lesbienne et féministe, présidente de l'association Toutes des femmes, et qui vient tout juste de publier le Lobby transphobe. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, allez l'acheter. Margot Mahoudo, qui est docteur en sciences politiques. Donc tu travailles plus particulièrement sur les paniques morales conservatrices. Et tu as publié en 2022 La Panic Woke. Donc pareil, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Élie Hervé, qui est donc journaliste indépendant. Et elle travaille sur les questions de genre et les discriminations, et a notamment écrit une série d'articles pour le média en ligne Les Jours sur la transphobie systémique en France. Et enfin, Rosane Le Carboulec, qui est aussi journaliste indépendant et travaille aussi sur les questions de genre et les discriminations. Et tu as publié l'an dernier Les Humiliés, qui est un retour sur les débats qui avaient eu lieu autour du mariage pour tous 10 ans après. Donc pour commencer, j'ai un peu envie de t'interroger, Margot, sur la notion de panique morale, puisque c'est quelque chose qu'on a pris jusque dans le titre de notre événement ce soir. Ce qu'on voit
en gros exister à l'extrême droite. C'est un cycle quasiment constant, depuis plusieurs décennies déjà, de panique morale, qui correspondent à une certaine façon de traiter l'information et qui vont circuler, se réapparaître, se renouveler, où les mêmes intellectuels, notamment il y a un rôle important des intellectuels dans la construction de ces moments, vont venir se faire spécialistes de tout un tas de sujets très différents les uns des autres et s'en saisir coup après coup. Alors on va trouver le même auteur un peu de deuxième rang qui écrit des bouquins comme ça un peu à la chaîne sur l'écriture inclusive, puis le décolonialisme, puis le féminisme, puis les droits LGBT, puis le racialisme soi-disant, etc. Et avec une espèce toujours, en fait c'est la même analyse à chaque fois, hein. On a des idées postmodernes qui vont trop loin et puis on change simplement un petit peu la peinture et puis voilà. Donc c'est un peu ça que moi j'ai essayé de décrire quand j'ai parlé de panic woke, puisqu'en l'occurrence c'était le mot wokisme qui a été collé sur ce truc-là. Merci. Maud, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter un peu sur ces dernières années comment justement cette panique morale a pris la forme d'une transphobie un peu généralisée? Oui, c'est un peu le plan de mon livre, en fait, c'est un peu vraiment ces dernières années, comment c'est arrivé. Achetez vraiment les deux, c'est le même éditeur, c'est la même couleur, ça ira super bien ensemble dans votre bibliothèque. Donc je commence le livre en 2020. En 2020, il s'est passé en France ce qui a été aussi l'événement de création de l'association Toutes des femmes, une première tribune dans Marianne qui, en quelque sorte, crée le sujet médiatique de la transphobie, ou en tout cas tente de le créer à ce moment-là, parce qu'il n'existe pas auparavant. C'est-à-dire que les droits des personnes trans ont pas mal progressé dans la décennie 2010 en France, mais ça s'est fait complètement en dehors des radars médiatiques, ça s'est fait essentiellement face au monde médical, grâce aux associations qui ont gagné des droits concrètement dans un rapport de force avec des médecins, mais ça n'a quasiment eu aucun impact sur la loi ou sur des politiques publiques, même si sans ça on a eu sur des politiques internationales. Et en 2020, voilà, il y a ce truc qui sort un peu de nulle part, mais qui en fait sort pas de nulle part, qui est une tentative de reproduire en France la stratégie qu'ont eu les transphobes anglais, c'est-à-dire de draper le discours transphobe sous l'avatar du féminisme. Et donc on a ça pendant un an en France, en 2020. Des personnes issues du féminisme, pas forcément centrales aujourd'hui dans le mouvement féministe, qui publie des tribunes avec ce discours qui avait très bien fonctionné en Angleterre, selon lequel les personnes trans sont un danger pour les femmes et pour le féminisme, et en particulier les femmes trans. Et en fait, ça prend pas trop, et c'est véritablement en 2021 qu'on a une explosion médiatique au-delà, je dirais, de ces tribunes et de ces petits groupes. Parce que, comme tu le disais, c'est beaucoup des tribunes. Ça prouve aussi que, en fait, les journalistes spontanément, enfin les rédactions spontanément, ne vont pas sur le sujet tant qu'entre guillemets, il n'y a pas quelque chose de tout prêt à publier. Et en 2021, on a un truc qui est véritablement un lobby qui se crée, qui est une organisation qui s'appelle l'Observatoire de la Petite Sirène et qui milite contre l'accès aux soins des mineurs trans. Et à 2 semaines d'écart quasiment, on a Éric Zemmour qui, sur les plateaux de CNews, commence à parler du sujet et qui dit des trucs transphobes, quoi, en disant que c'est très dangereux et en disant exactement la même chose que l'Observatoire de la Petite Sirène, qu'on force des enfants à transitionner et que c'est des expériences de torture, etc. Et à partir de là, ça suit son cours. Je dirais à partir de là, ça devient un sujet qui est véritablement activé par les médias d'extrême droite. Valeurs Actuelles, au même moment, commence à faire des vidéos, d'abord sur sa chaîne YouTube, c'est un peu expérimental, et puis ensuite seulement, quand il voit que ça fait des vues sur YouTube, il commence à faire des articles dessus. Et en fait, ça suit son cours aussi, dans le sens où, pour moi, un des gros rôles de la galaxie Bolloré et de Valeurs Actuelles aussi, c'est pas seulement l'influence sur toute la société, c'est l'influence de l'extrême droite sur la droite. C'est-à-dire que ça finit par arriver à LR, et à la fin, c'est en 2024, en mai dernier, LR qui fait sa proposition de loi contre l'accès aux soins des mineurs trans sur la base d'un rapport écrit par l'Observatoire de la Petite Sirène, mais avec le soutien idéologique de l'extrême droite médiatique, quoi. Voilà un peu la trajectoire que ça a suivi. Je pense que
c'est aussi important de réaliser qu'en même temps qu'il y a eu cette montée de la transphobie sur la droite de l'échiquier politique, pour moi, il y a une clarification politique aussi à gauche, c'est-à-dire que la question qui, au départ, tentait d'être transpartisane, quand elle arrivait notamment portée par des anciennes féministes, s'est configurée sur un axe gauche-droite d'une manière beaucoup plus rapide que l'a fait, par exemple, la question du mariage pour tous il y a un peu plus de 10 ans. Je trouve qu'on s'en est mieux sorti. On a des rédactions qui sont un peu mieux préparées peut-être que ce que tu décris dans ton livre justement à l'époque du mariage pour tous. Mais on a quand même une violence médiatique de la part de l'extrême droite qui est très très forte et qui nécessite un travail aussi de débunkage, bêtement, qui à mon sens n'est pas encore assez fait aujourd'hui. Et on a aussi un manque de parole des personnes trans elles-mêmes. C'est que du coup, on est sur l'agenda politique de l'extrême droite et sur la question du recul des droits, alors que globalement, on a plutôt l'habitude de parler de progrès de droits sur les questions LGBT. En tout cas, sur la PMA, c'est ce qu'on a fait encore récemment. Et c'est rare qu'il y ait une question de recul des droits des personnes LGBT qui occupe à ce point un espace médiatique, quoi. Merci. Élodie, Rosanne, je voudrais avoir aussi votre point de vue sur justement ce que vient de décrire Maud. Comment, en tant que journaliste qui travaillait sur ces questions-là, quel regard vous avez sur ce qui est produit par la plupart des médias? Et je ne pense pas forcément justement aux médias d'extrême droite ou de la galaxie Bolloré en général, mais plutôt justement le reste des médias. Comment, je pense aux médias mainstream en général, sur comment ils traitent de cette offensive transphobe et plus largement comment ils parlent des personnes trans. Pour te répondre, du coup, l'enquête que je mène pour Les Jours depuis 1 an, je l'ai proposée à beaucoup de médias avant et c'est une enquête qui n'intéressait pas. Donc l'idée, c'était de suivre un petit peu les discriminations systémiques à l'encontre des personnes trans en France. Et c'est effectivement dans cette enquête-là que j'ai révélé que le rapport de la sénatrice LR avait été écrit par l'Observatoire de la Petite Sirène. Cette information-là qui est absolument essentielle sur les droits des personnes trans, parce que est-ce que, par exemple, Bolloré, qui écrirait un rapport sur la liberté de la presse, toute la presse en aurait parlé. Là, il y a eu une seule reprise presse, c'était Mediapart. Donc en fait, on est la table ronde d'avant, on parlait aussi sur les questions d'extrême droite, et c'est un peu la même chose pour les questions de transidentité, c'est que moi, je travaille sur ces questions-là depuis 2019. J'ai vu vraiment le regard des rédactions changer sur ces sujets, sur les discriminations transphobes, mais pas forcément toujours de la bonne manière. Il y a beaucoup ce côté, on va faire un article exemple, mettre en avant des témoignages forcément durs, forcément dramatiques, et après on ne va plus en parler pendant 6 mois. Parce que le sujet, c'est de faire du buzz, c'est de faire du médiatique. Et sur des sujets très longs, on a énormément de mal à travailler. Moi, je me souviens notamment d'une rédaction qui m'a dit que c'était trop sulfureux de parler des personnes trans. J'attends toujours pourquoi, mon mail est resté sans réponse. Une autre rédaction qui m'a dit qu'elle avait déjà traité un sujet l'année dernière et donc du coup qu'elle n'allait pas le refaire cette année parce qu'il fallait parler un peu d'autre chose. Voilà, pareil. Et en fait, ça, c'est des critiques qu'on a beaucoup. Et en dehors de la presse indépendante, il y a des articles qui sortent dans la presse mainstream, mais ça va être la volonté de journalistes, souvent pigistes, du coup indépendantes, ne se cachons pas la vue, mais ça ne vient pas, ou très très rarement, de la part des rédactions qui ont une vraie volonté de mettre en place un service qui s'occupe des discriminations LGBT-phobes, au même titre qu'il y a des services politiques où on se demande l'utilité. Voilà, il n'y a pas cette volonté-là de traiter ces questions-là. Et ce que tu disais par rapport à 2020, Maud, c'est aussi le moment où on a commencé à voir le film Petite Fille, qui a fait un côté médiatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'est Arte qui l'avait diffusé en prime time. C'est un record d'audience. On suit Sacha, du coup une petite fille trans de 8 ans, si je ne me trompe pas. Et là, les médias, ils sont partis mais je ne sais même pas, en live total. On a commencé à avoir des enfants trans qui ont été interrogés sur les plateaux de télé, donc 8 ans, 6 ans, 7 ans, notamment Quotidien. Et Quotidien a fait réagir après une transphobe connue, Elisabeth... je vais oublier. Voilà, merci. Pour lui demander si c'était OK que la petite Lily qui avait témoigné 3 mois plus tôt, elle ait droit à son changement de prénom ou pas.
Et donc on a aussi eu un emballement médiatique sur la question des enfants trans à ce moment-là, qui s'est joué pas seulement en France, qui s'est joué peu avant en Belgique et partout en Europe. Et là, exactement ce qui était dit avant, c'est qu'en fait les journalistes ont été feignants et ont voulu faire du témoignage, et ça a donné des trucs assez incroyables, quoi. Et notamment du coup sur la petite Lily qui a été interrogée, je crois que c'était dans une émission qui en plus est pas forcément incroyable, qui est pas connue pour être problématique, mais je me souviens plus le nom, France Télé, mais je me souviens plus le nom de l'émission. Et en fait, toutes les questions vont tourner autour de, déjà, c'est une maladie, il y a tant d'enfants malades, ta garde-robe, est-ce que tu aimes faire du shopping maintenant? Est-ce que c'est dur? La séquence commence par les pleurs de cette petite Lily qui découvre que son prénom a été accepté, et tout est axé sur le témoignage. Et donc ça, c'était 2020, on est 4 ans plus tard, et on en est au même stade. C'est-à-dire que oui, il y a des rédactions qui font le taf, oui, il y a des journalistes indépendants qui font le taf, mais c'est ridicule par rapport au taf qu'il y aurait à faire sur ces questions-là, et surtout les liens avec l'extrême droite. C'est extrêmement difficile de trouver des rédactions qui suivent là-dessus, parce qu'encore une fois, on est sur le côté glam des transidentités plutôt que sur... glam ou témoignage, plutôt que sur les questions de fond. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, ça me fait penser à une fois où j'avais proposé un sujet, pareil, sur les transidentités à un média plutôt très féministe, et où la Red Chef m'avait répondu « Ah, mais on a déjà fait un sujet sur les trans il y a 4 ans, du coup... mais vraiment sur un angle totalement différent, quoi, tu vois. Et du coup, ce média-là estimait qu'il avait fait le job sur le sujet. Alors, pour essayer de positiver un peu, même si j'aurais plein de trucs négatifs à dire après, il y a quand même eu une évolution du traitement médiatique des questions LGBT+, de manière générale dans les médias, notamment dans les termes employés. Peu de médias aujourd'hui, par exemple, continuent à employer le terme de transsexuel. Peu de médias aujourd'hui continuent à employer les dead names des personnes trans, y compris à les mettre en titre des articles. Néanmoins, ça continue, il y en a toujours qui le font, hein, mais quand même moins qu'avant. Et les personnes trans sont traitées avec davantage de respect qu'il y a quelques années dans les médias généralistes. Néanmoins, il y a une vraie paresse intellectuelle, journalistique sur ces questions-là, où on estime que, en fait, on n'a pas à se former sur les questions de genre, on n'a pas à se former sur les questions LGBT, et du coup, tout et n'importe quoi peut être dit sur ces questions. Il y a globalement, je pense, un désintérêt profond des médias pour les questions queer de manière générale, et une paresse qui consiste à, comme tu l'as dit Maud, comme tu l'as dit Colline, à traiter de ces questions-là quasiment uniquement sous le prisme du format tribune, et quasiment, du coup, en donnant la parole très souvent aux opposants et aux transphobes, et cela y compris dans les médias historiquement de gauche. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout évolué en 10 ans depuis le mariage pour tous. Au moment du mariage pour tous, un des premiers médias à donner la parole à ce qui deviendra la manif pour tous ensuite, c'est Libération. Là, clairement, la tribune, la première grande tribune transphobe dont tu parlais tout à l'heure, c'est dans Marianne, bon, qui n'est plus du tout de gauche aujourd'hui, mais qui historiquement s'est revendiquée de gauche il y a très longtemps, effectivement. Mais voilà, du coup, on observe une vraie paresse à ce niveau-là. Et moi, ce que je trouve aussi assez triste d'un point de vue professionnel et journalistique, c'est que on observe que les journalistes qui traitent de ces questions et qui traitent de ces questions avec respect, intérêt et professionnalisme sont quasiment toujours des journalistes concernés. Alors, des journalistes trans, clairement, on n'en a pas beaucoup en France. Donc, voilà, mais du moins des journalistes queer qui s'intéressent aux questions trans. Et ça m'a vraiment énormément marqué au moment des 10 ans du mariage pour tous et au moment de la sortie de mon livre, dans la mesure où, en fait, les médias qui se sont emparés de cet anniversaire des 10 ans étaient quasi uniquement les médias qui avaient en leur sein des journalistes concernés et
des journalistes, on ne va pas se mentir, de l'AJL, membres de l'AJL. Voilà. Et la plupart des autres médias ne prenaient pas du tout ça comme une information, comme un anniversaire à part entière, et ont décidé de ne pas du tout traiter la question. Donc voilà, encore beaucoup de choses restent à faire. Il y a aussi quelque chose sur l'instrumentalisation du sujet des enfants. J'en parlais aussi, enfin vous en parliez un peu toutes les deux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de points communs dans le traitement médiatique du mariage pour tous il y a 10 ans et dans le traitement médiatique des questions de transidentité aujourd'hui. L'instrumentalisation des enfants est un des gros points communs. À l'époque du mariage pour tous, du coup, il y avait ces fameux slogans de la manif pour tous, un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Les enfants, y compris, étaient mis au premier plan physiquement des manifestations. On était nombreux et nombreuses à s'inquiéter un peu pour ces enfants, y compris en poussette, qui étaient vraiment au premier plan des cortèges de la manif pour tous et qui apparaissaient dans toutes les prises de vue et les illustrations dans les médias. Et effectivement, on retrouve exactement les mêmes arguments aujourd'hui concernant les personnes trans, dans la mesure où, comme tu le disais tout à l'heure, le film qui a un peu lancé ces polémiques-là en France et qui a pris dans l'opinion publique, c'est le film Petite Fille, le documentaire. Et du coup, c'est ce qui a permis après à des organisations comme l'Observatoire de la Petite Sirène et comme d'autres de s'emparer du sujet avec toujours cet argument de il faut défendre les enfants et en estimant que en fait, les enfants n'ont aucun libre arbitre finalement et ne peuvent pas décider eux-mêmes, elles-mêmes de qui elles sont. Et ça, oui, il y a vraiment une parfaite continuité là-dedans. Et puis en toute hypocrisie, sachant que la plupart des gens qui se préoccupent aujourd'hui du bien-être des enfants ne se préoccupent pas forcément du bien-être des enfants dans l'Église catholique, par exemple, alors qu'il y aurait de quoi faire. Et ça, c'est des arguments assez fallacieux et assez faciles, simplement pour mobiliser l'opinion publique, en fait. Bah oui, bien sûr que tout le monde veut le bien-être des enfants. Donc, en sachant que, par ailleurs, il y a une dimension stratégique dans ce discours appliqué à la transidentité, mais globalement aux questions LGBT. Il y a eu une enquête, me semble-t-il, de Mother Jones, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui a mis en lumière la façon dont cette rhétorique avait été en partie organisée suite aux échecs de la droite conservatrice face à l'égalité dans le mariage, avec comme idée de dire on va commencer par cette question des enfants, question qu'on va étendre. Si on prend le rapport Eustache-Brignot, il y a une évocation à un moment d'un thème qui est actuellement très présent chez ce lobbyiste transphobe, qui est l'idée que les enfants, en réalité, ça dure jusqu'à 25 ans au moins. Donc on a une extension assez forte du domaine de l'enfance et une extension assez forte aussi du domaine de la transidentité, puisque outre la question de la transidentité à proprement parler, sont rajoutés aussi tout ce qui est du domaine de ce que les anti-trans appellent le questionnement de genre ou la confusion de genre, c'est-à-dire très rapidement on tombe en fait dans l'homosexualité aussi, elle est en partie concernée. Et l'idée est véritablement de placer un premier coin pour rentrer dans une stratégie de déni global des droits. Et cette dimension-là, qui est pour le coup un vrai sujet, qui est un sujet véritablement très intéressant et qui commence à être bien documenté, pareil, n'attire pas l'intérêt par rapport à des choses comme, et ça c'est un cycle qui est analysé, qui est étudié quand on regarde les discours réactionnaires assez fréquemment, quel que soit le sujet, le débat finit toujours par se dégrader en débat sur la liberté d'expression des intellectuels radicaux qui sont en train de scandaliser autour d'une minorité détestée. Donc ça va être actuellement les deux autrices de Transmania qui veulent qu'on ait perpétuellement le débat sur femme pénis en gros, et pas du tout des discussions qui vont pouvoir porter sur ce type de sujet, parce que de toute façon l'espace est occupé par ça, et quand il ne l'est plus, c'est bon, on a fait un sujet il y a 4 ans. On disait aussi tout à l'heure que pour beaucoup de médias, la solution un peu de facilité au-delà du témoignage pour parler du sujet, c'est de donner la parole à des intellectuels, des personnalités, etc., sous forme d'interview ou de tribune.
Et c'est souvent un moyen, enfin, c'est souvent des personnes plutôt hostiles qu'on va voir comme ça, rarement des personnes concernées. Et j'ai un peu envie de vous demander, du coup, Maud, Margot, est-ce que parfois on vous appelle, nos confrères, pour intervenir? Et si oui, comment ça se passe dans ces cas-là? Oui, ça arrive qu'on nous appelle, heureusement, mais pas assez. Je pense qu'en fait, ce à quoi on fait face, et c'est ce que tu décrivais sur ce plateau de quotidien avec Elisabeth Roudinesco, parce que la manière dont le quotidien amène le sujet au départ n'est pas une manière qui a une intention transphobe, mais c'est le fait qu'on invite une psychanalyste pour lui demander son avis qui finit par produire l'analyse transphobe de la situation, à savoir, il existe une enfant trans. Et en fait, ils choisissent les enfants parce que c'est plus simple et qu'il y a tout l'adultisme de la société qui fait que ça nous paraît complètement évident que c'est aux parents de choisir l'identité de genre de leurs enfants. En tout cas, ça paraît évident à une partie de la population puisque les parents jusqu'à 18 ans choisissent tout, hein, c'est la loi, enfin quasiment. Mais au-delà de ça, en fait, il est encore naturel pour une grande partie de la population que ce soit aux médecins, aux psychiatres et aux psychanalystes, parce que pour une grande partie de la population, c'est la même chose, alors que ça n'a rien à voir, qu'on demande leur avis sur la transidentité. Et même nous, on en est une partie coupable, c'est-à-dire que des fois, pour gagner des batailles, on est obligé d'amener devant le micro un psychiatre, entre guillemets, allié, qui va dire mais si, je vous assure, faut les laisser transitionner, ça les fait aller mieux, quoi. Mais en fait, tant que la première personne vers qui on se tourne quand on parle de transidentité, c'est l'autorité psychiatrique ou médicale, on va avoir des discours transphobes parce que l'autorité psychiatrique et médicale, elle est divisée là-dessus, et historiquement, elle est plutôt transphobe, et quand ils ne le sont pas, c'est grâce aux luttes des personnes trans. Et donc, il y a vraiment cette idée dans la continuité des enfants, et je pense une stratégie qui va bien au-delà de simplement reproduire la mobilisation des enfants parce que ça avait bien marché, qui est en fait d'étendre, et c'est ce truc avec jusqu'à 25 ans, de créer une continuité entre la logique du statut de minorité des enfants et la logique de la psychiatrie qui est c'est le psychiatre qui décide si vous êtes vraiment trans ou pas et si vous avez le droit de transitionner. Parce que finalement c'est la même chose, c'est on laisse une personne décider, on laisse une personne extérieure décider si on doit accéder aux soins. Et en France, on a un problème en particulier, et là c'est pour partie de l'incompétence, mais pour partie aussi, voilà, les journalistes ne sont pas hors de la société, mais qui est la psychanalyse. C'est-à-dire que le discours psychanalytique en France, qui est quand même très majoritairement réactionnaire, il y a des catholiques pro-LGBT, mais c'est une minorité, les psychanalystes c'est pareil, ce discours-là, il est pris avec le même sérieux, avec le même poids d'autorité que l'ensemble du discours médical et psychiatrique qui déjà est majoritairement transphobe. Mais le discours psychanalytique, la théorie psychanalytique, fondamentalement, elle fournit à tout un tas de gens un discours d'autorité sur la binarité de genre, sur la complémentarité des sexes, sur le fait que la complémentarité des sexes est au fondement de la société et que si on touche à ça, tout va être bouleversé. Ça leur fournit un vocabulaire pour dire ça sans faire appel au discours religieux, ce qui, dans un pays laïque, arrange tout le monde. Et c'est ça qui permet à Caroline Eliachev de faire une 4e de couve de Libé en tout début 2022 encore, avant, entre guillemets, que la question se clarifie, parce que j'ose espérer que maintenant qu'elle a écrit des rapports sénatoriaux pour LR, elle serait plus invitée à faire la même chose. Mais je pense qu'il y a vraiment un manque de recul, un manque de compétences et un manque de compréhension en France sur ce qu'est le discours psychanalytique et sur la place qu'il doit avoir dans le débat public, quoi. La psychanalyse, en plus, je trouve qu'il y a un truc que tu dis dans ton bouquin, qui est qu'en France, déjà la psychanalyse est particulièrement forte en France par rapport à ce qu'elle est dans d'autres pays, mais en France, historiquement, elle a en plus une influence particulièrement forte à gauche, en tout cas dans certains milieux de gauche, et ce qui fait aussi que ces discours-là sont perméables dans des médias a priori progressistes. Et par exemple, Caroline Eliachev, c'est quelqu'un qui a été vue comme de gauche pendant longtemps, alors qu'en 99, elle s'opposait déjà au Pax.
Et il y a vraiment ce truc qui est quand même très très particulier à la France. Sur cette question, il y a aussi une question du recrutement des intellectuels, du recrutement des experts sur ces sujets-là. Moi, j'ai été dans une situation particulière, j'ai fait mon coming out après la sortie du bouquin, mais des bouquins comme le bouquin de Maud, des bouquins comme, pas le mien particulièrement parce qu'il n'est pas centré sur cette question-là, mais d'autres, bouquins de Pauline Clochec ou autres, qui sont des bouquins dans lesquels les personnes trans font autre chose que de l'autobiographie éventuellement commentée, ce qui est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. C'est encore en France des livres qui sont soit rares, soit marginalisés, qui n'attirent pas l'attention. Une femme trans, c'est bien pour raconter sa vie et c'est bien pour se faire prendre en photo éventuellement et être belle, mais en gros, ça n'est pas accepté pour tellement plus que ça. Donc du coup, comme il faut commenter, on va se tourner vers des intellectuels généralistes, et là-dessus, qui se mettent assez vite à produire de la théorie. Et de la théorie basée sur quoi? Ça, c'est assez intéressant de regarder comment, justement, des intellectuels peuvent fluctuer sur ces questions-là aussi. En 2019, Éric Nolot interviewait assez longuement Olivier Assiapa sur son coming out et sa propre opération, avec tous les truismes transphobes bienveillants. Vous voyez, genre, lui, ou alors vous êtes allé en Thaïlande pour faire une opération, et alors votre vagin, il fonctionne comment? Enfin, des questions qu'on pose normalement aux femmes, quoi. Ça se passe comment en bas? Est-ce que ça sent bon? Enfin, des trucs normaux, quoi. Mais globalement, plutôt genre, vous avez le droit de devenir une femme, c'est OK. Et puis quelques années plus tard, il est en train de faire semblant d'être en train de marcher dans les tréfonds de Paris, comme s'il était en train de partir à l'aventure, alors qu'en fait, il est dans le 16e, au Figaro, à dire oui, alors la gauche est obsédée par les transsexuels, machin, on pense aujourd'hui qu'un homme peut devenir une femme, mais Coco, il n'y a pas 4 ans, tu disais la même chose, en fait. Et pourquoi est-ce que ces opinions se sont placées là-dessus? Je pense qu'au-delà de la question, oui, il y a la médiocrité, oui, il y a la fainéantise, il y a aussi la sociabilité. On a des réseaux d'intellectuels qui communiquent entre eux. Ils ne sont pas dans des salles obscures à le faire. Ils s'envoient des mails, ils organisent des événements ensemble. Pour prendre un événement où ce genre de choses s'est produit avec une personne qui a apporté son poids de scientifique autour de la théorie de l'Observatoire de la Petite Sirène, lorsque, à la Sorbonne, un collectif d'universitaires qui font plus de recherche a décidé d'organiser un espèce de colloque anti-woke en 2022, j'allais dire quelques jours, mais en réalité c'est presque même quelques heures avant cet événement, une des participantes, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas faire de promotion à Nathalie Heinisch, est contactée par l'Observatoire de la Petite Sirène ou Hippomonie, je ne sais plus, qui lui disent « Ah, au fait, il y a une épidémie de transidentité de nos jours en France, machin. » Grande scientifique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cite ce truc-là, de but en blanc, devant tout le monde, sans avoir vérifié la moindre information. Et puis, paf, c'est bon. Nathalie Heinisch, sociologue, confirme que... Et là-dessus, il y a une espèce de... Voilà, on est dans du... puisque mon pote pense que et dit que, moi aussi, je vais penser que et dire que. C'est ainsi, par exemple, que ces intellectuels anti-woke à l'université française, qui organisent même colloques, etc., se sont retrouvés à signer à la chaîne des tribunes de l'Observatoire de la Petite Sirène, parce que connaissant Céline Masson, co-autrice avec Caroline Elachiev de son torchon, de son bouquin, et qui en gros a dit venez nous soutenir parce qu'il y a une lutte politique commune. Et là-dessus, il faut voir que ces experts qui sont recrutés ensuite pour aller donner leur avis sont des gens qui sortent de nulle part, qui en sont littéralement encore. Il y a une scène qui me revient systématiquement dans ces débats, c'est une scène de la série The Office, alors je sais, j'ai pas très bon goût, où il y a un personnage qui demande à un autre, il faut que tu m'expliques quand deux homosexuels font un truc ensemble, le pénis duquel s'ouvre pour recevoir le pénis de l'autre. On en est à ça, en fait, vraiment. Je veux dire, il y a Brice Couturier, au moment du scandale sur les hommes enceints, qui disait, oui, moi j'ai travaillé avec des femmes trans, mais elle pensait pas qu'elles pouvaient tomber enceintes. Je veux dire, on est sur des intellectuels qui ensuite vont prendre la parole publiquement, qui écrivent des chapitres de livres sur ces sujets. Et qui sont largués, genre quand je disais on en est encore à femme pénis, c'est on en est encore à femme pénis, enfin, vraiment. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à dire toutes ces choses-là. Je le dis avec humour parce que, à un moment donné, c'est soit ça, soit déprimé. Mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a tout ce champ des intellectuels médiatiques qui sont... il faut qu'ils aillent sucrer les fraises à un moment donné. Il y a vraiment un problème de comment on se retrouve avec des personnages incapables qui deviennent responsables de fixer les bornes d'un débat dont ils n'aperçoivent même pas les limites, dont ils n'ont même pas connaissance du début du truc, quoi. Et ça, qui n'est... Voilà, ça se fait. Et nous, on est invités en face, soit pour témoigner, donc débat face à Charlotte Dornelas, que pareil, on ne sait pas ce qu'elle fout là, parce qu'elle aimerait bien savoir si elle a rencontré une femme trans dans sa vie, en tout cas, elle n'est pas spécialiste du sujet. Où on invite Mariko, après avoir essayé d'en débaucher 3 ou 4 de nous, qui avons poliment dit non, pour témoigner de son expérience, là encore, pas pour produire de l'analyse.
Et ou bien on est contacté en tant qu'experte, mais ça va être bonjour, on est lundi, venez à l'émission de télé de machin demain à 14h. Je suis désolée, j'ai un vrai métier, moi je ne peux pas me permettre d'être absente du bureau du jour au lendemain. Enfin, il y a des procédures là-dessus, donc qui c'est qui y va? C'est un type qui n'a pas un vrai métier du coup, et qui va pour dire pareil, le wokisme dans les universités, c'est terrible, etc., etc. Il y a ce phénomène-là, et vraiment il y a une dimension de qui sont les gens à la télé, qui sont les gens qui donnent leur avis. C'est rarement des gens qui sont au plus près du terrain et donc par conséquent compétents, comme tu le dis. Je peux rebondir. Moi, je bossais aussi en info continu comme Elena à iTélé avant que ça soit racheté par Bolloré. Et en fait, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on avait une liste de gens et on appelait toutes les personnes les unes à la file des autres. Et la première personne qui répondait avait gagné le droit d'être en plateau télé. Et donc, c'était vraiment, si tu as un emploi du temps, si tu as des gosses, si tu as autre chose à faire, en fait, tu passes derrière. Et après, effectivement, il y a les bons clients, il y a celles et ceux et celles qui vont faire la petite phrase, et ça va faire le buzz, et du coup, ça va nourrir la machine, ça va créer l'actu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place par les chaînes d'infos en continu. Mais au-delà de la disponibilité et de la volonté des médias de faire du témoignage, il y a aussi la position des journalistes en face qui est essentielle. Et là-dessus, la JL fait un travail assez dingue avec les kits à destination des journalistes que je vous invite tous à aller voir. Parce qu'en fait, quand on a, pour revenir sur Yann Barthès qui ne reprend pas quand il dit en fait il y a une épidémie de transgenre, ça veut dire que cette idée-là, elle est admise. Ça veut dire que c'est considéré comme une vérité scientifique qui n'est pas remise en question. Donc ça veut dire qu'on va peu à peu la rentrer dans le débat public. C'est la fenêtre d'Overton, on en a parlé aussi tout à l'heure. C'est-à-dire c'est des idées qui sont considérées comme trop extrêmes à un moment donné et qui peu à peu, à force d'être entendues dans le débat public, vont devenir la norme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, en tant que journalistes, en étant concernés, en travaillant sur ces sujets-là, c'est extrêmement compliqué de voir et d'entendre la couverture médiatique et après de voir les réactions actuellement, par rapport à ça. Et donc le manque de réaction des journalistes, c'est aussi une forme de transphobie parce que c'est être complice de ces désinformations qui se font et c'est aussi manquer à terme de déontologie journalistique parce qu'en fait on a beaucoup plus d'expertise quand on parle d'autres sujets, au pif l'économie. L'économie, en termes de chiffres, s'il y a des faux chiffres qui sont donnés, en général, ils sont assez vite repris. Là, sur les questions de transidentité, c'est au petit bonheur la chance en fonction du journaliste en face, quoi. Pour rebondir sur ce que vous dites, ce qu'on observe, non seulement c'est que globalement les personnes trans sont très peu invitées dans les médias, sauf comme tu le dis, pour témoigner de leur expérience, avec toujours un côté très voyeuriste, larmoyant, avec encore des questions sur ce qu'elles ont dans le pantalon ou pas. Mais après, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans la précédente table ronde. Leur témoignage ou leur point de vue ou leur expertise est automatiquement perçue comme militante dans les médias, là où le point de vue de psychanalystes qui n'ont jamais travaillé sur le sujet et qui n'ont jamais suivi de personnes trans dans le cadre de leur consultation va être perçu comme une expertise qui se vaut et qui se doit d'être sur tous les plateaux télé. Et là-dessus, il y a une espèce de symétrisation des points de vue et de mise en équivalence des témoignages de personnes concernées avec des pseudo-expertises de gens qui n'ont jamais travaillé sur le sujet, et on va estimer que les deux paroles se valent de la même manière que c'était le cas aussi à l'époque du mariage pour tous. Et ça, on l'a très bien observé, par exemple, sur le plateau de Quelle époque, avec Mariko, qui était face à l'autre, à Doramoto. Et par ailleurs, on l'avait aussi observé sur M6 avec Karine Le Marchand, l'émission qui était suivie ensuite d'un plateau. Il me semble qu'il y avait un jeune homme trans qui était face à deux personnes d'hypomonie,
donc association ouvertement transphobe qui milite contre le suivi médical et l'accompagnement médical des mineurs trans et plus largement des adultes aussi, et qui est très proche de la petite sirène. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'était même pas mentionné au cours de ce débat-là que ces personnes-là étaient militantes au sein d'Hippomonie. Et du coup, on avait sur un plateau télé clairement deux femmes qui se présentaient comme mères d'enfants trans et qui se permettaient de faire de la transidentité une question de débat, de la transphobie une question de débat, comme à l'époque du mariage pour tous, où l'homophobie était un sujet de débat, alors qu'encore une fois, c'est pénalement répréhensible par la loi. Donc, c'est toujours les mêmes boucles en fait, qu'on observe médiatiquement, c'est assez triste. Parce que... Juste sur ce débat dont tu parles, il y a aussi il y a une des deux mères, effectivement. Sa fille n'a pas été invitée en plateau et elle a raconté après sur Twitter l'impact qu'a eu ce débat sur elle. Notamment, il me semble qu'elle a été hospitalisée peu après. Elle a raconté que sa mère avait menti du début à la fin, qu'elle l'avait mis à la rue. Alors que sa mère faisait la victime sur le plateau. En fait, sa mère n'a jamais été contredite, sa mère n'a jamais été remise en question. Et pire que ça, donc cette fille dont on parle a été mégenrée du début à la fin, y compris par Karine Le Marchand. Il y a eu de nombreux cas en fait comme ça, puisque effectivement c'est un assez grand classique. Cette association Hippomonie a longtemps souffert de ce problème. Ils étaient censés porter la parole des transitionneurs, puis ils n'arrivent pas à en trouver, donc c'est dommage pour eux. Et il y a vraiment un phénomène systématique de comment dire, on parlait du non contradictoire tout à l'heure sur la question de l'extrême droite. On a vraiment le même phénomène là-dessus, c'est-à-dire de non-contact avec les personnes qui sont juste en fait les personnes dont on est en train de parler. Et ce mouvement anti-trans, mais je pense que Maud, tu sauras peut-être mieux en parler que moi, s'appuie beaucoup sur des sources secondaires, en effet, systématiquement. Des parents qui ne sont pas d'accord, donc on va dire que leurs enfants ne sont pas trans, etc. Juste pour un autre truc sur Dora Muto et Marguerite, et Mariko, c'est le cadrage même du débat, en fait, n'a aucun sens. J'ai pas l'impression qu'on ait demandé d'ailleurs à Mariko dans ce débat, et alors vous pensez que Dora Muto, c'est une femme ou c'est un homme? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette question, quoi? Ça n'a aucun sens. Il y a Salamé qui dit « On sait que c'est un sujet important, donc il va falloir qu'on en débatte calmement ». Elle a vraiment dit ça. Merci. Avant de passer à la salle pour des questions, il y a une dernière question que je voudrais vous poser un peu à tous, mais particulièrement à Rosen et Élie. Vu a priori, il y a quand même quelques journalistes dans la salle. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui n'est pas déjà membre de la JL et un peu formé sur ces questions, qui commencera à travailler dessus? Comment bien traiter de ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des réflexes à avoir ou des choses comme ça? Adhérer à la JL. Ensuite, surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des kits qui existent sur le site internet de la JL qui sont mis à jour régulièrement sur comment bien traiter de la PMA, comment bien traiter du mariage pour tous, comment traiter avec respect les personnes trans, comment traiter avec respect les questions intersexes. Voilà, ces kits sont mis à jour régulièrement. Merci aux bénévoles qui le font. Et ça représente vraiment une énorme base de données pour les journalistes qui ne le sollicitent peut-être pas suffisamment. Par ailleurs, il y a des médias, je crois qu'ils sont une 50aine à ce jour, qui sont signataires de la charte de la JL pour un traitement respectueux des questions LGBT. Donc si vous travaillez au sein d'un de ces médias et que vous observez qu'il y a un mauvais traitement de ces questions, n'hésitez pas à dire vous avez signé cette charte en fait, donc vous allez vous référer au kit et vous allez faire les modifications que vous devez faire pour bien traiter de ces questions. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi d'alliés au sein des rédactions, surtout si vous êtes précaire, si vous êtes en stage, si vous êtes pigiste, si vous êtes en CDD,
Il y a toujours des journalistes alliés à qui vous pouvez aller parler au Pause Café ou autres, qui vous aideront, qui vous épauleront et qui auront peut-être davantage la stature et la possibilité pour prendre la parole à votre place en conf de rédac et dire en fait ça ne va pas de parler de cette manière-là de ce sujet-là et peut-être qu'on peut aller peut-être qu'on peut faire mieux les choses. Voilà. Peut-être que tu as d'autres conseils à donner. Il y a aussi, on le dit beaucoup quand on est pigiste, rejoindre les collectifs. Les collectifs de journalistes pigistes, en fait, ça peut être un vrai plus, en plus d'adhérer à la JL, parce que ça permet de ne pas être seul. Et que c'est vrai, il y a deux façons d'aborder les questions LGBT dans les rédactions. Il y a les personnes qui sont en poste et qui peuvent pousser à l'intérieur de leur rédaction pour faire des sujets là-dessus de façon journalistique. Ça c'est possible, mais il faut être en poste. Et pour les pigistes, donc les journalistes indépendantes, c'est plus compliqué. Donc pour pas rester seul, montez-vous en collectif. Si vous n'arrivez pas à en rejoindre un, fondez votre propre collectif. Vraiment, faites-le parce que en fait, moi j'ai vu la différence. Et je pense que sans le collectif et sans la JL qui m'a vu vraiment grandir depuis 1 an, en fait ces sujets-là, ils seraient beaucoup plus compliqués pour moi à pousser dans les rédactions. Déjà parce que j'aurais pas les contacts. Et aussi parce que en fait quand on se prend quand on se prend des remarques de certains red-chefs, c'est compliqué aussi de relancer tout le temps et d'entendre quand en plus on est une personne concernée, voir comment les red-chefs nous répondent, on fait waouh, ah ouais effectivement on va pas bosser ensemble quoi. Donc restez pas seul, ça c'est vraiment le truc que je conseille à tout le monde. Et puis après il va falloir tenir quoi. Moi, je suis pas journaliste, alors je vais avoir un son de cloche peut-être un peu différent. Moi, j'attends pas grand-chose. On a beaucoup parlé de Caroline Lemarchand, de Léa Salamé et de tout ce mégenrage, mais j'attends pas grand-chose du monde de l'infotainment à la télévision. Et je suis pas journaliste, je suis pas à vos places, mais de l'extérieur, j'ai du mal à croire qu'il change sans un rapport de force politique plus général dans la société. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas comment ça peut changer autrement que de manière organique, parce qu'on a fait avancer la question des droits des personnes trans, et notamment, même en faisant le meilleur travail journalistique du monde, on ne peut pas passer l'éternité à répondre aux arguments des transphobes, même avec du fact-checking, etc. Et on est dans un moment politique dont on va sortir, soit par le haut, soit par le bas. Et je pense qu'il est temps aussi qu'il y ait des journalistes qui travaillent sur comment on en sort par le haut. C'est-à-dire pas seulement dénoncer, mais ok, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'il faudrait comme nouveau droit, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée, je dis ça parce qu'on mène une campagne là-dessus. Il y a une proposition de loi qui a été déposée pour le changement d'état civil par Mélanie Vogel au Sénat, puis qui a été redéposée à l'Assemblée, qui a été signée par 100 députés, tous les présidents de groupes de gauche en juin dernier. Alors je sais que c'était pas longtemps avant les européennes, mais quand même, personne n'en a parlé, quoi. Vraiment, personne n'en a parlé quasiment. Et je trouve que ça, c'est un problème. On ne peut pas avoir une couverture journalistique qui, quand bien même elle est correcte, etc., soit axée que sur l'offensive de la droite. Et peut-être un deuxième truc, ça j'en parle pas mal dans mon livre, notamment dans la dernière partie. J'attends pas grand-chose du monde de l'infotainment, ça, il n'y a aucun doute. Mais à l'inverse, je pense que je suis peut-être plus exigeante, encore plus que la JL, je crois, sur la qualité du traitement, de la question des droits des personnes trans, et notamment de qui on invite, qui a la parole, etc. Parce qu'il y a un certain nombre d'évidences qui sont dues pour moi plus à des trucs de classe, et à des trucs d'environnement intellectuel qui, pour moi, y compris dans les journalistes concernés, sont un peu partagés. Je vais prendre des évidences conceptuelles comme la distinction sexe-genre et un rapport à la transition médicale et un rapport aussi aux personnes transféminines et leur place dans la communauté trans, etc., qui font que, aujourd'hui, je ne connais pas de journalistes transfemmes qui travaillent sur les questions trans. Les seuls journalistes concernés qui m'interrogent, moi, à qui j'ai eu affaire, qui m'interrogent sur ce sur quoi je travaille, à savoir les droits des personnes trans, c'est des personnes transmasculines. Les seules personnes
qui, sur des médias mainstream, j'en sais rien, genre France Inter, etc., qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux, les humoristes, les personnes qui peuvent avoir un discours politique, en fait, c'est des personnes transmasculines. Il n'y a quasiment pas de personnes transféminines en France qui, aujourd'hui, a une exposition médiatique. Enfin, genre, moi, je commence à en avoir un petit peu là avec le bouquin, mais sur le sujet des droits des personnes trans, c'est vraiment hyper rare. Et dans la profession aussi, c'est un truc qu'on retrouve. Et je pense que cette question de la transmisogynie, alors que, vous regardez qui sont les personnes trans les plus précarisées, quoi, qui sont les personnes trans à la rue concrètement. C'est très majoritairement des personnes trans femmes, et pour autant c'est quasiment que les personnes transmasculines à qui on donne la parole. Je pense que c'est quand même un point complètement aveugle d'une partie de la profession, y compris concernée aujourd'hui, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a des médias plus engagés qui montent un peu ces derniers temps. Je pense notamment à Blast ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il y a un contrepoids qui existent, et je pense notamment à leur présence par exemple sur TikTok ou des réseaux sociaux qui peuvent toucher un public qui est peut-être pas sensible aux médias mainstream, et voilà. Est-ce qu'il y a quand même un petit contrepoids, ou au final face aux mastodontes ça compte pas? Enfin, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. En fait, je réponds. Ouais. C'est ce qu'on disait un petit peu, c'est que pour moi, il y a une vraie différence entre la presse indépendante et la presse mainstream. La presse indépendante, en fait, tu as des médias qui se sont lancés, effectivement. Tu as Blast, tu as Le Média, tu as La Déferlante, tu as La Disparition, Les Jours, Mediapart, enfin, tu en as plein. Et en fait, ça fait partie de leur ligne éditoriale aussi de parler de la lutte contre les discriminations. Donc tu as une volonté de ces rédactions-là de se mobiliser. Et effectivement, moi j'ai l'impression que depuis quelque temps, ils se mobilisent un peu plus. Enfin, après, c'est peut-être pas tout à fait le cas sur tous les médias. Mais par exemple, Politico qui fait des vidéos là régulièrement avec Lexi, moi je trouve ça bien qu'elle ait enfin la parole dans un média assez grand public qui n'a pas l'habitude de s'emparer de ces sujets-là. Et effectivement, je pense qu'encore il y a 2-3 ans, ça aurait peut-être été plus compliqué. Après, c'est peut-être très optimiste ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que le bouquin des deux affreuses, il aura réussi à mobiliser quand même pas mal de personnes, surtout les alliés, en disant en fait là c'est trop de la désinformation, c'est partout. La couverture médiatique sur ce livre a été moins désastreuse que ce à quoi, à titre personnel, je m'attendais, même si elle a été pathétique sur beaucoup de médias, notamment, pour ne pas le citer, Le Figaro, L'Express, Marianne, Charlie Hebdo, enfin toujours les mêmes. Mais voilà, il y a quand même cette volonté aujourd'hui de se positionner de la part de certains médias indépendants. En tout cas, c'est moi ce que je ressens. Effectivement, peut-être remercier Léa Salamé pour une fois, pour la seule fois au monde, d'avoir réussi à griller Dora Muto, qui, après cette interview, à quelle époque, face à Marico, a très peu été invitée à la télé, sur des plateaux. Elle a continué à être invitée dans des médias réac, mais très peu à heure de grande écoute dans des médias nationaux. Donc là-dessus, voilà, je n'irai peut-être pas non plus en fait, jusqu'à remercier la Salamé, mais bon, en tout cas, ça a eu ce mérite-là. Après, heureusement, oui, il y a quand même un contrepoids médiatique et politique aujourd'hui, même si, encore une fois, où est le pouvoir, où est l'argent, à qui appartient la presse, voilà, on a quand même une concentration des médias entre les mains de milliardaires, réactionnaires, conservateurs, de plus en plus forte en France. Malheureusement, ça ne va pas en s'améliorant, avec Geoffroy Lejeune qui arrive au JDD par exemple, et Bolloré qui a une mainmise sur de plus en plus de médias. Et ça, moi, ça m'inquiète énormément parce que clairement, Bolloré n'a aucun intérêt financier à s'emparer de médias de plus en plus nombreux. Il fait ça uniquement pour asseoir une idéologie politique
conservatrice et qui clairement va s'attaquer aux droits des personnes trans parce que ce sont les plus facilement attaquables dans un premier temps, pour après s'en prendre aux droits des femmes de manière générale. Et du coup, ce sont des médias qui ont un vrai agenda politique, en fait. C'est le cas de CNews, par exemple, quand on voit Aymeric Pourbet dans son émission qui met sur le même plan les chiffres de la mortalité de l'avortement avec le cancer et le tabac. Je pense que c'était clairement volontaire de sa part et ça a fonctionné, en fait, parce que ça a fait un buzz médiatique, que tout le monde s'en a emparé, que tout le monde est revenu dessus, enfin, qu'ils ont été obligés de rétrograder, de s'excuser d'avoir osé affirmer ça. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri, au contraire, de nouvelles polémiques de ce type-là. Et moi, c'est plus à ce titre-là que ça me fait peur, quoi. Où est l'argent ? D'autant plus que sur les médias indépendants, même si ça reste un contre-pouvoir, ça restera jamais un pouvoir aussi important que le JT de France 2 ou de TF1, quoi. Merci. On peut peut-être prendre une dernière question. Je crois que tu fais la main devant. Pourquoi à chaque fois que, justement dans nos médias français, lorsqu'on prend des exemples, on va toujours prendre des exemples de réussite qui sont souvent étrangers. On a pu voir toutes ces personnalités américaines ou récemment pour la Palme d'Or, la Palme d'Or à Cannes, excusez-moi. En fait, on va toujours prendre des exemples étrangers, alors que ça me fait un peu chier, surtout que je suis une femme racisée. Donc quand on voit des exemples américains de femmes racisées qui réussissent, qu'on prend toujours comme exemple, qu'on érige, et j'en suis fier parce que bravo à elles, mais en fait on en fait des exemples en France, comme moi-même, parce que je fais un exemple que je veuille ou non, et en fait on ne parle pas de nous. Ça fait un mois, j'ai fait j'ai créé une page blanche dans Politis, dans Yale Magazine, j'ai eu 2-3 choses, mais en fait il y a beaucoup de médias que j'étais voir, et pour pouvoir avoir un retour, déjà c'est une galère, alors que je vois que souvent, ils continuent à mettre des exemples étrangers et racisés sur leur une. Donc, voilà, je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais pourquoi tout ça? Et j'ai 20 éléments de réponse, et surtout à savoir sur quelle langue je vais apprendre les choses pour essayer d'être visible aussi là-dessus. Parce que là, il y a deux, voire plus sujets qui se croisent, mais il y a le fait que sur ce qui concerne les femmes racisées en général, spécifiquement encore plus les femmes noires, on va le dire, et sur les femmes trans, la transidentité et les questions LGBT, tout ça, ça vient des États-Unis. On a vu la même chose il y a quelques années avec les femmes noires. Il fallait nommer une station de métro à Paris du nom d'une femme noire. On est allé chercher quelqu'un aux États-Unis. Super, il n'y a pas de souci, c'est génial, c'est une très grande personne, Rosa Parks, il n'y a pas de problème. Mais on a des femmes noires françaises, en fait, qui ont marqué aussi les conflits. Il y a une façon d'extérioriser ce sujet, c'est-à-dire c'est acceptable à partir du moment où ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Là-dessus, il y a la même question. On va voir Laverne Cox, on va dire ouais, génial, elle est trop bien, etc. Mais on ne va pas prendre en compte le fait qu'effectivement, on a des femmes trans en France, on a des personnes qui se battent, et depuis longtemps, et qui sont à la tête des luttes, et qui sont des cas de réussite ou de vie tout simplement multiples. Non, on va aller à l'étranger. Là-dessus, effectivement, merci de le rappeler, et merci de le dire, il y a dans cette logique également transphobe, cette volonté de faire de ce phénomène un phénomène américain. Et c'est complètement faux, évidemment. On a des personnes trans en France depuis aussi longtemps qu'ailleurs. Et il y a cette dynamique qui ensuite va être remobilisée, américain ou autre, qui ensuite va être remobilisée par les transphobes. C'est-à-dire que lit-on quand on lit la splendeur de journalisme scientifique qu'est Transmania on lit des choses comme oui, alors en Thaïlande, nous on est pour un système similaire à, et là vous avez en réalité un mot qui traduit en français est une insulte transphobe. Et ce phénomène va être, on va exotiser tout ça, on va extérioriser tout ça, on va surtout pas regarder ce qui se passe à côté de nous parce que ça nous rappellera un petit peu trop que c'est réel, et du coup si c'est réel on peut plus en parler comme si c'était un débat d'idées abstrait. Que faire pour qu'on en parle plus? Je pense qu'il faut dénoncer cette dynamique. C'est ce qu'ont fait les afroféministes il y a quelques années, de dire c'est fini, maintenant on va arrêter de traiter de ce sujet comme si c'était quelque chose d'étranger. Il y a des gens qui sont ici, ça sert à rien d'aller loin. Un petit ajout, parce que tu as très bien parlé du rapport à l'étranger, mais je pense qu'il y a aussi un rapport, quand je parlais du fait que la proposition de loi pour les droits des personnes trans avait été relativement peu couverte, il y a aussi un rapport, je pense, des journalistes de gauche
qu'il y a une forme de défaitisme aussi dans le fait d'aller chercher à l'étranger des exemples et de pas forcément avoir le réflexe de regarder ce qui se passe en France. Je pense on sous-estime le rapport de force. Il y a une surestimation de la transphobie dans la société parce que l'extrême droite est tout le temps transphobe dans les médias et donc on finit par intégrer le fait que la société est transphobe, que toutes les personnes trans en France sont super discriminées et vivent des violences quotidiennement, ce qui est vrai, mais ce qui n'empêche pas aussi qu'il y a toutes sortes de trajectoires et qu'on trouve des personnes trans dans quand même pas mal d'endroits, même si elles sont très peu, quoi. Et je pense vraiment que ça va de pair avec cette sous-estimation du rapport de force politique. Enfin, moi, depuis que j'ai sorti mon livre, on me demande tout le temps, genre, dans ton livre, tu parles à la fin de la campagne pour le changement d'état civil. Bon, j'imagine que c'est plus à l'ordre du jour avec la dissolution. Et je suis en mode, plus que jamais. Enfin, on a Attal qui a... dès la nomination du gouvernement, dit qu'il faisait il faisait des droits LGBT le point de distinction de la Macronie avec le gouvernement Barnier. Peut-être que aussi, plus que jamais, il y a l'occasion de construire un rapport de force et de mettre en minorité l'extrême droite et LR là-dessus. Mais faut juste pas être trop défaitiste et voir ce qui va se passer. Et je trouve qu'il y a un vrai pessimisme, et bien entendu, genre, c'est la montée du fascisme, mais il y a un vrai pessimisme qui, des fois, nous pousse à voir la situation pire qu'elle ne l'est en termes de rapport de force politique et en termes, du coup, aussi de qu'est-ce que c'est l'existence des personnes trans en France, quoi. Merci à tous. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on va faire une petite pause.